hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Dans le contexte international actuel, marqué par la polarisation et par le glissement des États-Unis vers l'autocratie, il est nécessaire de s'interroger sur la vitalité de nos démocraties. Comment maintenir le dialogue et le respect dans le débat public? Comment faire en sorte que des partis politiques différents restent au service de l'intérêt général et de la recherche de solutions? Bref, comment faire société ensemble avec nos différences plutôt que d'accentuer les fossés qui nous séparent? Dans cet épisode du podcast 2040 JV, je vous invite à plonger dans les rouages de la démocratie suisse pour imaginer comment continuer à gouverner ensemble malgré nos désaccords. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de deux intervenants, à savoir Pascal Müller-Scheiwiller, cofondateur d'Expédition Future, une association non partisane qui cherche à renouveler le dialogue politique à Berne par un processus original et innovant. Et Pascal Ciarini, professeur de sciences politiques, spécialisé en politique suisse et doyen de la faculté des sciences de la société à l'Université de Genève. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Demos, j'ai 20 ans. Nous sommes en 2055, je suis né en 2035. Et en 2035, je suis né parce qu'un projet pilote a pu voir le jour. Et ce projet pilote, ça s'appelait les dimanches de la démocratie. Tous les dimanches, à la place de la messe, en fait, dans toutes les villes de Suisse, tous les villages, tous les quartiers, il y avait le rassemblement de la population par petits groupes. Et le but, c'était de discuter des affaires de la communauté. Et c'est là que les parents se sont connus. Ils se sont connus parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors ils ont beaucoup discuté. Et ils ont même beaucoup discuté après l'agora du dimanche. Et c'est comme ça que Demos est né, c'est moi. Pascal Müller-Scheiwiller, on vient d'entendre l'extrait d'une intervention de Stéphane Garcia lors du lancement de votre projet de sprint politique sur la démocratie suisse. Quelle était la question centrale qui a guidé votre travail dans ce sprint politique ? La question centrale, c'était comment renforcer la démocratie suisse ensemble, c'est-à-dire au-delà des clivages partisans, avec tous les acteurs concernés de la société civile, de la science, de l'administration publique, un petit peu de l'économie dans ce cas-là, et puis évidemment du monde politique et des parlementaires. Et d'où vous est venue la volonté de travailler sur ce thème ? L'histoire, c'est que, en parlant avec des parlementaires, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'espace pour leur permettre de réfléchir à long terme quelle démocratie nous souhaitions avoir, d'un côté. Et de l'autre côté, on a discuté avec beaucoup d'innovateurs, d'innovatrices dans la société civile qui ont des idées pour faire évoluer notre démocratie, mais qui avaient du mal à avoir un accès aux institutions établies, au système parlementaire. Et donc, c'était cette idée de créer un espace où ils peuvent s'échanger sur les défis, les solutions, les idées pour renforcer, protéger, améliorer notre démocratie suisse, puisqu'on a la chance d'avoir quand même une démocratie dans une perspective globale qui fonctionne très bien. Ce qui fait votre force à Expédition Future, c'est le processus que vous avez inventé, qui est très innovant, pour mettre au fond des opposants politiques ou des gens qui n'ont pas la même vision de l'avenir autour d'une même table. Comment est-ce que ça fonctionne, un sprint politique ? Autour d'une même table ou plutôt dans la même pièce, parce qu'on est beaucoup debout, on est très actifs et on les fait travailler toute la journée. Ce n'est rien d'autre qu'une série d'ateliers, finalement, où chaque atelier est millimétré dans le sens où chaque minute, chaque heure a un but. On rassemble finalement le système, on pourrait dire, dans la pièce. Et puis, ils travaillent autour d'une question précise. Donc, par exemple, comment renforcer la démocratie suisse, qui est encore très large. Et puis, ils se divisent en sous-groupes par rapport aux problèmes à traiter, puis ensuite au niveau des solutions. L'idée, c'est d'amener des méthodes qui ont fait leurs preuves dans le secteur privé, mais adaptées à la politique suisse. Et comment est-ce que vous choisissez les politiciens et les politiciennes ? Alors, c'est un travail qui s'est établi avec le temps. C'est ce qu'on appelle une triangulation, en anglais stakeholder mapping. Donc, on commence avec un ou deux ou trois parlementaires de partis différents. C'est très important. On veut toujours s'assurer qu'il y ait au début, au minimum,
4 des 6 groupes parlementaires présents au Parlement qui sont actifs dans le Policy Sprint, pour s'assurer que dès le début, il y a un groupe qui ait une majorité. Et puis, ensuite, on voit déjà avec eux quelles personnes considèrent-ils comme importantes, quelles sont les personnes qui amènent une expertise particulière. Ça peut être très bien des étudiants ou des gens qui sont actifs dans des associations ou des gens qui gèrent une multinationale. C'est vraiment très, très large. Parfois aussi, on commence avec un journaliste qui a une vue d'ensemble d'un sujet et qui va dire telle et telle personne ou telle organisation amène telle et telle perspective. Nous, ce qui est très important, finalement, c'est d'avoir une multitude de perspectives. Voilà. Mais quand vous parlez de la démocratie, un représentant de l'Union démocratique du Centre, des Verts ou du Parti du Centre, ils n'ont pas la même vision de l'avenir de la démocratie. Comment est-ce que vous les faites travailler ensemble différemment pour qu'ils cherchent les solutions communes ? La volonté politique de trouver une solution face à un défi, elle doit être donnée. Donc, c'est aussi une certaine sélection qui se fait d'elle-même. Mais d'autre part, parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord sur le chemin à prendre, mais sur les défis. Ils vont être d'accord sur un ensemble de champs d'action adressés. Et c'est le principe du consentement et pas du consensus parfait. Il ne s'agit pas d'avoir une solution parfaite où tout le monde est d'accord ou d'avoir une vision parfaite où tout le monde est d'accord de ce qui est le plus important, mais de ne pas avoir de veto contre le point d'intérêt des autres ou le centre d'intérêt des autres. Des discussions que vous avez menées, il y a une proposition très concrète qui est ressortie, qui est une motion citoyenne qui a été déposée comme intervention au Parlement à mi-septembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette motion citoyenne ? La motion citoyenne, c'est un nouvel instrument démocratique qui existe déjà dans plusieurs cantons. Et l'idée, ce serait qu'avec un certain nombre de signatures, c'est justement ce genre de critères qui reste à définir, les citoyennes et citoyens puissent déposer une proposition de loi assez concrète au Parlement pour qu'on puisse débattre au niveau parlementaire de l'idée qui est proposée. Mais il existe déjà la possibilité de déposer des initiatives. En quoi est-ce que cette motion citoyenne est différente ? Elle est différente parce qu'elle est beaucoup plus légère qu'une initiative populaire fédérale, parce qu'il ne s'agit pas de changer la Constitution. Donc c'est un outil plus léger, mais qui a plus d'implication qu'une pétition, parce que le problème des pétitions qui sont déposées, c'est bien comme signal, mais ça n'a pas de portée de pouvoir politique ou d'implication directement pour le Parlement. Ils ne sont pas obligés de traiter la pétition. Et comment est-ce que vous expliquez qu'au sein des processus parlementaires habituels, ils ne soient pas arrivés à faire cette proposition ? Parce que, et c'est pour ça que notre méthode a une certaine plus-value, parce qu'on se rend compte que énormément de parlementaires nous disent on n'a pas le temps d'innover forcément, on est beaucoup dans le réactif. Alors il y a certaines commissions qui laissent de la place à certaines discussions de fond, mais l'agenda est très chargé, il y a énormément de sujets à traiter et du coup souvent ils doivent arriver avec une position préfaite et il n'y a pas cet espace où ils peuvent prendre le temps de réfléchir à long, à moyen terme. Et l'autre, c'est que très souvent, et ce n'est pas le manque de solutions qui sont déjà en jeu, ce qu'il manque, c'est le lieu, le processus justement pour que ça voie le jour, avant que l'on arrive déjà dans un espace public ou parlementaire où on se dispute sur une solution finie. Et c'est pour ça que l'on existe, c'est pour permettre de réfléchir à une solution au-delà des clivages, avant que cela arrive déjà au Parlement comme solution finie. Pascal Muller-Scheiviller nous a emmenés dans les coulisses d'Opération Future, là où des parlementaires de tout horizon se mêlent aux experts académiques et associatifs pour inventer la Suisse de demain. Dans cette antichambre du Parlement, les désaccords existent et sont reconnus, mais ne constituent pas des obstacles à la recherche de solutions communes. L'écoute et le dialogue priment sur les coups d'éclat. Mais qu'en est-il en dehors des laboratoires d'expédition future ? Est-ce qu'au Parlement suisse et dans la société plus globalement, nous arrivons encore à gouverner ensemble ? Pour en parler, je suis allée à la rencontre de Pascal Sciarini à l'Université de Genève. Pascal Sciarini, en parlant de la démocratie suisse, on parle souvent d'un système de concordance. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors la concordance en Suisse, ça caractérise la composition et le mode de fonctionnement du gouvernement, du Conseil fédéral. Cette concordance, elle consiste à réunir au gouvernement différents partis politiques. Contrairement au régime que l'on connaît autour de nous, où les
partis qui sont au pouvoir sont les partis qui sont les plus forts et les majoritaires au Parlement. Donc il y a 1, 2, peut-être 3 partis, une coalition. Mais nous, en Suisse, on a fait un choix différent qui a été progressivement celui de coopter au gouvernement tous les principaux partis. Bon, il y en a 4 actuellement. À eux 4, ces partis représentent à peu près 80% des forces politiques en Suisse. Et donc c'est très particulier parce que ça veut dire qu'on a une composition qui est stable et qui inclut à la fois des partis de droite et un parti de gauche. Et la concordance, en tout cas en théorie, consisterait aussi à gouverner de manière concordante. Ça veut dire être capable de se mettre d'accord sur les principaux thèmes politiques, sur les principales politiques publiques à mettre en œuvre et trouver des solutions ensemble qui soient ensuite défendues par tous les membres de la, entre guillemets, coalition gouvernementale. Dans la réalité, c'est de moins en moins souvent le cas, pour ne pas dire jamais le cas. Et là, vous parlez donc du Conseil fédéral, du gouvernement. Qu'en est-il au niveau du Parlement et du législatif ? Alors, on a un Parlement qui est élu, en tout cas pour ce qui est du Conseil national, au système proportionnel. Ça veut dire qu'on a une très large représentation des forces politiques. Et il fallait se mettre d'accord entre ces différents partis pour trouver des majorités, ce qui a souvent contraint les partis à faire des coalitions, ne serait-ce que des coalitions objectives, c'est-à-dire que les partis votaient ensemble sur un même sujet et donc formaient une coalition. La particularité qui est venue s'ajouter en Suisse, c'est la démocratie directe, c'est-à-dire que les décisions du Parlement en Suisse, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, ne sont pas les dernières décisions. Dans les autres pays, le Parlement a le dernier mot. Une fois que le Parlement vote une loi, elle doit être mise en œuvre. En Suisse, il y a encore la phase référendaire qui permet à un groupe de citoyens de contester une loi votée par le Parlement et de demander au peuple de prendre la décision ultime. Et ça a aussi effectivement poussé à la concordance, ça a contraint les partis à développer des stratégies pour essayer d'éviter de voir des projets bloqués en fin de processus via un vote de démocratie directe. Qu'est-ce que vous avez observé comme évolutions ces dernières années? Est-ce que ce système fonctionne encore? Le système fonctionne encore, à vrai dire, il fonctionne encore relativement bien, surtout si on le compare un peu à comment ça fonctionne dans d'autres pays. Mais le système commence un peu à se gripper quand même. Et pourquoi il commence à se gripper? Parce qu'il est désormais dans un contexte de polarisation croissante, de plus en plus difficile de trouver des solutions consensuelles. À vrai dire, on n'en trouve plus des solutions consensuelles. On le voit très bien au Conseil national, si par exemple on regarde la proportion de votes au Parlement où les 4 partis gouvernementaux ont voté ensemble, ça devient des cas vraiment marginaux. Ça n'existe quasiment plus. Et quelle est la responsabilité d'une part des médias classiques, mais aussi des réseaux sociaux dans cette polarisation politique? Je pense qu'il faut répondre en 2 temps. La médiatisation de la politique a aussi eu lieu en Suisse et cette médiatisation, elle conduit à privilégier le spectaculaire. Parce que les médias sont, pour d'autres raisons, sous forte pression. Il faut vendre et donc on s'intéresse plus à ce qui est spectaculaire que ce qui potentiellement est, je dirais, substantiellement important. Et donc ça a effectivement contaminé un peu la politique, y compris en Suisse, où cette logique des médias, cette logique il faut montrer des choses qui font vendre, qui sont spectaculaires, qui sortent de l'ordinaire, des conflits un peu atypiques. Ça a aussi contribué à durcir le ton dans la politique suisse. Les réseaux sociaux ajoutent un élément supplémentaire. Cet élément, c'est celui de l'immédiateté entre le public et les politiciens. Et donc, on court-circuite en quelque sorte les canaux habituels que sont les partis politiques ou les associations, les groupes d'intérêt, qui avaient cette fonction d'articulation des intérêts, mais aussi parfois de modération des intérêts et de filtrage des demandes qui venaient de la base. Maintenant, on a ce contact direct. Ça contribue certainement à durcir également les débats politiques et à les simplifier à l'extrême, puisque les tweets, c'est un nombre limité de caractères. Et pour pouvoir se faire entendre, il faut avoir une idée choc, mais si possible en peu de mots. La qualité de la délibération s'en ressent, pour le dire comme cela.
Est-ce que vous êtes inquiet pour la démocratie suisse ? Je ne suis pas trop inquiet pour la démocratie suisse parce que je pense qu'elle est solide. Je ne suis pas non plus naïf et je dis toujours d'ailleurs aux jeunes avec qui j'ai l'occasion de parler, ne croyez pas que la démocratie, elle est là pour toujours. On voit bien comment ça se passe dans d'autres pays et pas si loin de nous. Ces tendances vers l'autoritarisme, vers les démocraties illibérales, on ne peut pas être sûr que la Suisse va y échapper. Au contraire, on doit tout faire pour nourrir cette démocratie et se protéger contre des dérives autoritaires. Et quelles seraient, selon vous, des mesures intéressantes pour justement nourrir cette démocratie suisse ? Un des risques dans la politique suisse aujourd'hui, c'est cette polarisation croissante. Donc, toute initiative qui permettrait de contrer cette tendance à la polarisation est bonne à prendre. Un autre enjeu pour moi qui est important, c'est la question de la désaffection politique au niveau des citoyens et citoyennes. Donc là, on a aussi un enjeu et il y a toute une série d'initiatives d'innovation démocratique qui permettent d'essayer de recréer ce lien ou de renforcer ce lien entre les citoyens et la politique. Et quelles solutions est-ce que vous voyez aussi pour pousser et continuer à pousser les partis politiques à la concordance, au dialogue et à la recherche de compromis face aux défis actuels qui sont énormes dans notre société, que ce soit au niveau climatique, géopolitique, économique? Les partis politiques, ils sont un peu coincés maintenant quand même, parce qu'ils ont deux logiques. Ils ont la logique d'influencer le contenu des politiques et ils ont la logique de se faire réélire. Et parfois, ces deux logiques se contredisent. C'est-à-dire que si vous êtes apte au compromis, apte à la concession, vous allez peut-être avoir du pouvoir dans le système, mais vous perdez les prochaines élections. C'est là où ça devient compliqué pour des partis politiques. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique le succès de l'UDC en Suisse. C'est pas que l'UDC fait les politiques en Suisse. Non, l'UDC est souvent minorisé au Parlement. Mais par contre, avec ses positions extrêmement dures et tranchées, il gagne les élections. Donc, dans un climat de polarisation, les partis, me semble-t-il, ont de plus en plus tendance à raisonner en termes électoraux et pas en termes de poids qu'ils ont dans le système. Pour changer la donne, et ça, je trouve, ce sont des expériences intéressantes. Les assemblées citoyennes, par exemple, c'est vraiment l'idée de réunir des personnes en dehors du monde politique, des personnes qui débattent à l'aide d'experts, qui cherchent des solutions concrètes à des problèmes, et si possible, sans recréer les conflits politiques, les clivages que l'on connaît au sein de la classe politique. Donc, si je vous comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'il y a une capacité des non-spécialistes à mettre une pression sur les politiciens pour parvenir à des compromis. Oui, je crois qu'un des atouts de ces innovations démocratiques, telles que les assemblées citoyennes, c'est d'essayer de sortir de cette logique de polarisation, justement, de casser cette logique de polarisation et de retrouver des lieux de débat où il y a une qualité délibérative plus grande et qui permet de trouver des solutions qui conviennent à un plus grand nombre. Après, bien sûr, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que ces solutions-là, une fois qu'on les transmet aux politiques, elles peuvent être adoptées ou au contraire, elles lancent un nouveau débat politique où on va retrouver les mêmes schémas d'opposition que si on avait directement commencé par un débat dans le politique. Certains politiciens, d'ailleurs, semblent ne pas voir d'un très bon œil ces assemblées citoyennes, comme si, au fond, leur propre pouvoir et autorité étaient remis en question. Oui, certains politiciens vivent ces nouvelles formes de participation ou de décision comme des concurrences, en disant mais non, si on veut décider, si on veut avoir son mot à dire sur le contenu des politiques, il faut s'engager en politique, il faut se faire élire dans les parlements, c'est là que ça se passe. On ne va pas se dessaisir de notre pouvoir au profit de ces enceintes un peu bizarres. Et pour vous, quelle serait une vision idéale du développement de la démocratie suisse dans 15 ans ? Pour moi, il y a deux variantes possibles. Soit on arrive à reconstituer ce socle de concordance, au moins un socle suffisant pour qu'on soit toujours capable de gouverner ce pays, mais ça me semble de plus en plus compliqué. Soit alors, on doit envisager une forme de changement de régime, c'est-à-dire casser cette logique de concordance large
et admettre qu'on n'arrive plus, vraiment, c'est plus possible d'avoir à la fois les socialistes et l'UDC dans un gouvernement. Il faut que l'un ou l'autre sorte pour avoir une coalition, une vraie coalition, cette fois-ci sur la base d'un contrat. La question étant celle de la capacité de gouverner. On voit bien qu'aujourd'hui en Suisse, ça fonctionne, mais quand même, sur des plus grands enjeux de l'heure, on est incapable de se mettre d'accord. Sur l'Europe, sur la réforme des retraites, sur l'assurance maladie. On n'arrive pas à trouver des solutions qui soient portées par un socle suffisamment large pour vraiment engager des réformes. Ce qu'on fait, c'est des réformettes, à faute de mieux. Pas sûr que dans ce monde qui est tellement en ébullition et qui change tellement vite, où tous les codes semblent être cassés, évidemment je pense aux États-Unis de Trump, que ce mode de fonctionnement soit encore la clé du succès pour l'avenir. Pascal Sciarrini, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pascal Sciarrini l'a souligné. L'avenir de la démocratie suisse est incertain. Entre réinvention et sclérose, différents scénarios sont possibles. Alors, à quoi pourrait ressembler un futur souhaitable pour notre démocratie en 2040 ? Pour l'imaginer, je vous invite comme toujours à faire un voyage en 2040. Aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage d'Albin, un père de famille de 49 ans qui vit à Sion. 2040, j'y vais. Ce soir, je me sens léger. En rentrant du travail, j'ai regardé les infos sur mes lunettes connectées et pour une fois, j'ai eu l'impression de récolter le fruit de longues années de combat. Le reportage montrait ce fameux écran bleu qui s'affiche désormais sur les plateformes numériques dès qu'une information fausse circule. C'est le résultat de la loi votée il y a 3 ans qui oblige les plateformes à signaler les fake news. Pour moi, elle symbolise une victoire personnelle. En 2036, avec mon association de parents d'élèves, nous avions lancé une motion citoyenne sur ce sujet. À l'époque, le Parlement refusait d'agir, arguant qu'il fallait une coordination internationale. Bref, il voulait attendre que les autres commencent, comme toujours. Mais en Suisse, une motion citoyenne peut être déposée si l'on réunit 30 000 signatures. C'est un droit démocratique encore jeune, introduit en 2034 pour compléter l'initiative populaire et le référendum. La motion citoyenne oblige le Parlement à se saisir d'une question. Le texte est discuté en commission, puis dans les 2 chambres. Si elle est acceptée, le gouvernement doit élaborer un projet de loi. Je revois encore le jour où nous avons déposé les cartons devant la chancellerie. J'avais l'impression d'offrir une petite graine au pays. Même si, vu le poids des cartons, j'avais aussi très mal au dos. À table, je l'ai raconté aux enfants. Mon fils Alain a levé les yeux de son assiette avec un sourire entendu. Dans ses cours d'éducation civique, il a justement étudié l'histoire de cette loi. Car désormais, l'éducation civique n'est plus un cours mineur, mais un pilier de la formation. Les enseignants sont formés pour ça. Et chaque trimestre, une journée entière est consacrée au débat citoyen au sein de l'école. Léontine, ma fille, avec son enthousiasme habituel, m'a d'ailleurs raconté le thème qui a été retenu pour la dernière journée de débat citoyen à l'école. Faut-il créer des avatars numériques pour représenter la nature dans certains débats politiques ? Elle m'a expliqué que les élèves en avaient longuement discuté. Certains trouvaient absurde de donner une voix aux forêts ou aux rivières. D'autres disaient que c'était la seule manière de rendre visibles les intérêts des générations futures. Un camarade avait imaginé un avatar, la Clément, capable d'intervenir dans une séance parlementaire pour rappeler que la pollution chimique menace son équilibre. Un autre élève rêvait d'un avatar, Glacier d'Aletsch, avec une voix grave et lente, avertissant que sa fonte rapide compromet l'eau potable des vallées. À les écouter, j'ai ressenti un mélange d'étonnement et d'admiration. J'ai trouvé leurs échanges d'une maturité impressionnante. Pas de moquerie, pas d'agressivité, juste un débat sincère. Ma femme, elle, a participé l'an dernier à une assemblée citoyenne sur la mobilité durable. Tirée au sort parmi d'autres, elle s'est retrouvée à discuter avec des personnes très différentes.
Ensemble, ils ont produit un rapport remis au Conseil fédéral qui s'est engagé à y répondre publiquement. Cette innovation, le Conseil de la population, a permis d'enrichir la démocratie représentative par une dimension délibérative. Ce n'est pas le Parlement qui décide de tout, mais des citoyens divers qui proposent, discutent et ouvrent des pistes. Avec le recul, je comprends que ces innovations, la motion citoyenne, le Conseil de la population ou encore l'éducation civique renforcée, ont été vitales pour la démocratie suisse. Les politiques dans notre pays, au lieu de craindre ces chemins de participation, ont choisi de les encourager, conscients que la confiance dans les institutions dépend de la possibilité donnée à chacun de débattre et de participer. Il faut dire que les événements de 2029 nous ont obligés à bouger. Vous vous rappelez peut-être ? Cette année-là, des hackers américains avaient tenté de déstabiliser la démocratie suisse au moment d'un vote crucial sur un nouvel accord commercial avec la Chine et l'Inde. Des courriels falsifiés circulaient. Des serveurs entiers étaient paralysés. Et des citoyens avaient reçu de faux messages censés provenir de journalistes. La panique a duré plusieurs jours. Même moi, j'ai reçu un mail piégé, soi-disant de mon cousin. Heureusement, je n'ai pas cliqué. J'étais trop occupé à râler sur ma connexion Wi-Fi. Comme quoi, être de mauvaise humeur peut sauver la démocratie. Au final, les autorités ont pu neutraliser l'influence des hackers, mais le vote a dû être reporté et notre démocratie a été déstabilisée. Cela a provoqué un électrochoc et un débat national sur l'avenir de la démocratie suisse. Aujourd'hui, en 2040, le résultat est visible. Les jeunes s'intéressent à la politique comme rarement auparavant. Mais ce n'est pas un intérêt agressif ou dogmatique. Au contraire, ils apprennent à respecter ceux qui ne pensent pas comme eux, à débattre sans s'invectiver. Alain m'a dit un jour, « Papa, ce qui est beau, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. On est obligé de s'écouter. » Cette phrase m'est restée. Je regarde Alain et Léontine, qui me posent 1000 questions, et je me dis que c'est pour eux que tout cela a valu la peine. La démocratie en Suisse, ce n'est pas seulement une institution, c'est une respiration commune, un apprentissage partagé. Et ce soir, dans la lumière douce de la cuisine, je sens que cette respiration est plus forte que jamais. Dans cet épisode du podcast 2040 JV, nous avons vu avec nos deux intervenants que la qualité de notre démocratie dépend des institutions, des modalités de participation citoyenne, mais aussi de la qualité de nos échanges. Les défis de l'avenir sont nombreux, mais peut-être que c'est justement notre capacité à dialoguer et notre volonté de trouver des compromis qui nous permettront d'innover et de répondre à ces défis. C'est dans tous les cas l'expérience qui est faite dans les sprints politiques de l'association Expédition Future. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos avis en écrivant à 2040jv@hubdespossibles.org. Et si cet épisode vous a plu, faites-le suivre à vos amis et collègues. Enfin, comme toujours, je vous partage une série de liens et de références pour aller plus loin sur la page internet www.hubdespossibles.org/podcast. Pour ma part, je vous retrouve dans un mois pour le prochain épisode qui parlera de la gouvernance dans les entreprises cette fois. Au revoir.